Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce dimanche 5 novembre. Les suites de la visite du prince souverain en Italie après Dolceacqua. Son Altesse Sérénissime s'est rendue dans 3 communes voisines. 3 nouvelles étapes sur les sites historiques Grimaldi. Nos équipes l'ont suivi. Clap de fin pour le Tennis Europe Junior Masters Monte Carlo. Quels sont les jeunes qui ont brillé? Christophe Pacaud et Laurent Orsini nous répondront. Grande soirée boxe hier soir au casino, le Français Souleymane Sissoko reste invaincu après 17 combats et le Gallois Joe Cordina conserve son titre de champion du monde. Cinéma, à la fin de ce journal, Chérie de Stephen Frears sera mardi à l'affiche du Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla nous donneront envie d'y aller. Isola Bona, Apricale, Perinaldo, 3 villages italiens liés à la famille Grimaldi depuis 5 siècles. 3 sites visités hier par le prince souverain. Christine Datomel et Sylvain Péroumal étaient sur place. Reportage. La visite de ces 3 cités liguriennes revêt une dimension particulière puisqu'elle s'est tenue 5 siècles et 1 jour après la cérémonie de prestation de serment des syndics de ces petits villages italiens à Augustin Grimaldi, seigneur de Monaco et évêque de Grasse, comme nous l'explique Thomas Fouilleron. Les syndics, non seulement de Dolceacqua, mais d'Apricale, Isola Bona et Perinaldo, donc les 3 communes que le prince visite aujourd'hui, prêtaient le même serment de fidélité aux Grimaldi, puisque fiefs des Doria, ils passaient sous la protection, sous la souveraineté, selon leurs propres vœux, donc des seigneurs de Monaco. Samedi, dans ces 3 territoires italiens, le prince souverain a donc dévoilé, comme le veut la coutume, le panneau signalétique d'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco, ainsi que la plaque commémorant sa visite. Une visite importante qui aura donc permis au souverain de découvrir des terres historiquement liées à sa famille, mais surtout de découvrir des sites culturels et religieux emblématiques de ces communes, situées à seulement quelques kilomètres de la principauté, comme à Apricale, où le souverain a pu découvrir des archives sur les Grimaldi au cœur du Castello della Lucertola, ou encore à Isola Bona, où le prince Albert II a pu voir un site bien particulier puisqu'il s'agissait d'un lieu de culte cher à sa mère, la princesse Grace. Ce matin, à Isola Bona, la petite chapelle Notre-Dame des Grâces rappelle évidemment le souvenir de la princesse Grace qui venait s'y recueillir lorsque le couple princier venait presque incognito profiter de la gastronomie locale. Et puis à Perinaldo, on retrouvera un autre lien historique, mais à travers l'astronomie, on touchera presque le ciel à Perinaldo, puisque c'est la patrie, le lieu de naissance du grand astronome Cassini, et ça nous rappelle que les princes de Monaco, dès le XVIIe siècle, s'intéressaient à l'astronomie, à travers d'ailleurs un parent des Grimaldi, un astronome Grimaldi de Bologne, qui, avec Riccioli et avant Cassini, se sont intéressés à la topographie de la Lune. On doit à un Grimaldi la première nomenclature du relief de la Lune. Et à Perinaldo, malgré le mauvais temps, le prince Albert II a pu visiter cet observatoire astronomique municipal et signer le livre d'or, marquant ainsi son passage. Une visite ponctuée de plusieurs temps forts, comme la découverte de la demeure dans laquelle séjourna Napoléon Bonaparte, et une cérémonie officielle donnée non pas sur la place du village, mais au cœur de l'église San Nicolo, à cause d'une météo plutôt capricieuse. Mais pour le maire, l'adage reste le même que pour un mariage, une visite pluvieuse est une visite heureuse. È una visita molto voluta, i perinatesi sono entusiasti. E quando ero a tavola parlando col principe, lui mi ha detto: conosco Perinaldo, non lo conosco come lo conoscete voi, chiaramente, però lo conosco. E il principe Alberto è veramente una persona a modo, una persona che si concede, è una persona particolare. Lors de ce déplacement, le souverain a pu participer aux différentes cérémonies officielles organisées par les mairies, en présence de la délégation monégasque et des autorités régionales, mais surtout partir à la rencontre des populations locales tout en marchant sur les pas de ses ancêtres. Des moments toujours très appréciés par le souverain et par les habitants des communes. Vous avez pu suivre les finales tout au long de la journée en direct sur Monaco Info. Le Tennis Europe Junior Masters Monte Carlo a livré son palmarès entre 2 rafales de vent. En duplex avec nous, Christophe Pacaud et Laurent Orsini. Bonsoir.
L'avenir du tennis. Aujourd'hui au Monte Carlo Country Club, finale magnifique pour les jeunes Européens des moins de 14 et moins de 16 ans, garçons et filles. On s'est régalé et toutes les conditions étaient réunies, c'est moins qu'on puisse dire, Laurent Orsini. Ouais, c'est vrai, il a fait beau, il a fait chaud, il y a eu du vent, il y a eu la nuit qui est tombée, la lumière artificielle et on a vu du très très beau tennis aujourd'hui. Ça a commencé ce matin dès 10h avec le franco-libanais finaliste des petits as, Daniel Jad, monstrueux, hein, très très fort face au numéro 1 dans sa catégorie d'âge, c'est-à-dire les moins de 14 ans. Oui, victoire sans appel, 6-1, 6-1, rien à dire, il a dominé cette finale du premier au dernier point. On se souvient également de ce garçon qu'on a vu champion de France, ça veut dire qu'on le reverra bientôt ici à Monte Carlo, peut-être dans 3-4 ans? Ah oui, je pense, c'est un des espoirs du tennis français. Je pense qu'il a hâte de revenir sur ce cours-là pour le Rolex Master. C'est lui qui nous a fait la plus grosse impression ce matin. Juste après, on a eu droit aux jeunes filles et on a vu Yana succéder à Anna qui s'est imposée en moins de 16 ans. C'est Yana Kovakova qui a gagné. Oui, c'est vrai, qui a joué relativement relâché, mais qui a gagné facilement, sans trop forcer son talent, une finale aussi assez rapide. On a retrouvé ensuite les moins de 16 ans et là on voit tout de suite qu'il y a plus de puissance déjà 2 ans plus tard. Hein. Oui, c'est vrai, c'était là vraiment du tennis plus accroché, avec beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de combats, des matchs avec des rebondissements. Mais la victoire du Hongrois qui a fait un très très bon match du premier au dernier point. Avec Kolos Kingsey, il faut retenir son nom parce qu'il a tout pour lui, hein, pour l'instant, notamment une grosse première balle de service et déjà beaucoup d'aplomb, on l'a remarqué, c'est chez jeunes. Hein. Oui, c'est vrai, et puis il était déjà, je lui ai posé la question, il était déjà venu ici, il nous avait dit, pour la Kinder Cup, en moins de 12 ans, il avait déjà gagné, donc il connaissait là. Et puis maintenant, voilà, il va jouer les juniors, et puis peut-être qu'il va revenir ici, on le reverra peut-être. Peut-être plus rapidement que Daniel Jad, hein, peut-être dans 2 ans déjà. Exactement, exactement. Et puis on a terminé cet après-midi ici au Monte Carlo Country Club avec la finale des moins de 16 ans filles. Premier set dominé 6-0 par Yeline Van Drom. Ensuite, c'était plus difficile face à une joueuse serbe qui s'accrochait jusqu'au bout. Hein. Oui, c'était accroché. Après, c'est après le premier set de voir un 6-0, 6-0, c'est ce qu'on disait à l'antenne. Et puis, c'était sans compter sur la combativité et la très très belle attitude de cette joueuse serbe. Mais c'est la joueuse belge qui l'emporte et assez logiquement. On s'est régalé, vous l'avez compris, toutes les équipes de Monaco Info ici sur place au Monte Carlo Country Club. On vous donne rendez-vous avec tous ces jeunes, tout simplement, l'année prochaine. Merci Christophe Pacaud et Laurent Orsini. Le casino transformé en ring de boxe. Le Monte Carlo Showdown, prestigieux rendez-vous de boxe anglaise, a tenu hier soir toutes ses promesses. 2 champions du monde mettaient leur titre en jeu. Le Gallois Joe Cordina l'a conservé. Le Sud-Africain Saive Nanchinga l'a perdu. Très attendu aussi, la victoire convaincante du Français Souleymane Sissoko. Le récit de Justin Hadel. Cela faisait 1 an. 1 an que le Français Souleymane Sissoko n'était pas remonté sur les rings. À cette occasion, le Parisien n'a pas tremblé face au Mexicain Isaiah Chuchero. Dans un combat à sens unique, le numéro 3 au classement WBC des welters était là pour défendre sa ceinture internationale après 16 combats et aucune défaite. En difficulté seulement lors de la première reprise, Sissoko a envoyé son adversaire au tapis à la deuxième. Le Français s'est montré plus tranchant et précis durant le reste du combat, tout en contrôlant son jeu avant de remporter la rencontre sur décision unanime des juges. Invaincu donc depuis 17 matchs maintenant et toujours détendeur de la ceinture WBC Silver, il attend désormais l'opportunité de rafler les titres mondiaux de l'Américain Terence Crawford qui détient les 4 ceintures. Le cross du Larvoto, 46e édition. Comme chaque année, l'événement a attiré de nombreux sportifs et curieux. Les organisateurs ont dû adapter le tracé aux conditions météo, avec cette année moins de sable et plus de bitume. Justin Hadel et Jean-Alexandre Dordet nous racontent. Top départ pour le cross du Larvoto. Pendant toute une matinée, des coureurs jeunes comme plus âgés ont tout donné pour tenter de remporter cette nouvelle édition. On a plus de 400 participants. On est très très heureux parce qu'on a un très beau temps et c'était pas gagné. Il y a eu les intempéries hier, donc à cause des mouvements de sable, on a dû réduire la partie sable. Donc du coup on a augmenté la partie sur le dur pour respecter les distances. Donc on a dû s'adapter. Parmi les différents groupes, un attire particulièrement notre attention, celui de l'association sportive monégasque de Joëlette. Avec ces 2 équipes, l'objectif est simple, faire vivre la course à des personnes à mobilité réduite. C'était notre 2e participation au niveau du cross du Larvoto. On était déjà venu en 2022 sous les couleurs de la Fondation Princesse Charlène. Et aujourd'hui, donc, on est revenu avec 2 joëlettes. Je rappelle que les joëlettes, ce sont les outils de transport qui permettent de réaliser ce genre d'action.
et ça nous a permis de partir d'un sport individuel à en créer un sport collectif. Et pour aujourd'hui, les deux pilotes que nous avons, le premier c'était Alessio De Marte, c'était un enfant âgé de 11 ans, et le deuxième c'était un adulte, monsieur Renato Piccino, qui est ici avec moi. Moi je me sens bien puisque je participe avec les amis, on fait ça entre amis, quoi. On commence à se connaître puisque ça fait plus d'une année qu'on fait ça ensemble, donc c'est pour ça. J'aime beaucoup être avec tout le monde, quoi. Ça nous permet de nous intégrer par rapport à l'handicap et on est comme tout le monde, quoi. Donc c'est ça qui est l'intérêt, il est là. Au niveau des résultats de cette 46e édition, l'ASM monte plusieurs fois sur le podium des différentes courses, même s'il ne faut pas oublier une chose, l'essentiel c'est de participer. Première défaite de la saison pour la Roca Team en Betclic Elite. 48 heures après sa victoire à Milan, Monaco n'a pas réussi à enchaîner sur le parquet de Nancy. Score final 94-86. Prochain match vendredi à Gaston-Médecin en Euroleague face à Lyon-Villeurbanne. Voilà pour l'actualité sportive très riche de ce dimanche. Retour à présent sur la prestigieuse cérémonie de remise de prix de la Fondation Prince Albert II. C'était la semaine dernière à Philadelphie en présence du prince souverain. L'occasion de saluer les personnes et organisations pour leur engagement en faveur de la préservation et du progrès de la santé planétaire. Notre correspondante aux États-Unis, Alexandra Pani, y était. Oui, bonsoir à vous. J'ai pris un petit peu de la hauteur, vous pouvez le voir, pour vous faire découvrir ce panorama sur la ville, puisque c'est un petit peu plus loin derrière moi, au Perelman Theater, situé en plein cœur du centre culturel de Philadelphie, que s'est déroulée la prestigieuse cérémonie des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ce vendredi soir, on revient sur cette soirée. Honorer un engagement en faveur de la préservation de notre planète, c'est là tout l'enjeu de cette cérémonie. 16 éditions déjà pour la Fondation Prince Albert II de Monaco, où les individus et organisations qui œuvrent au quotidien pour la santé de notre planète sont mis en lumière. On veut souligner vraiment l'engagement profond de toutes ces individualités ou entités qui aident à faire une différence. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui, de voir qu'il y a des avancées très sérieuse et qu'il y a des gens qui s'engagent de manière durable et forte. 3 récipiendaires ont été récompensés cette année. 3 talents du monde entier dans différents secteurs d'activité et depuis le Covid, nous avons décidé de présenter des prix pour la santé planétaire articulés autour de 3 axes, donc la science à chaque fois, car sans la donnée scientifique, nous ne pensons pas que les actions soient possibles, donc c'est au cœur de tout notre engagement la science. Deuxièmement, un prix qui récompense la sensibilisation, la médiation, les activistes aussi. Et un 3e prix, beaucoup plus novateur, qui récompense des entreprises durables. La société Ecovative, une entreprise spécialisée dans les biomatériaux et plus particulièrement le mycélium, une partie du champignon utilisé dans les domaines de la mode, de l'emballage et de l'alimentation. L'expert allemand de renom Hans Otto Portner, dont ses recherches se focalisent sur comment les changements dans les environnements marins influent sur les espèces vivantes qui y habitent, et Dominique Palmer, une militante pour la justice climatique britannique. It doesn't matter who we are. Every single person can be involved in climate action. Every single person has the power to enact change, and giving people that sense of empowerment and to feel inspired and to also feel hope about the future and know that climate justice is also about social justice and everything we hold dear. And so now is the time to rise up, and truly every single one of us can do that. La soirée s'est poursuivie non loin de là, dans l'un des édifices historiques de Philadelphie, le Masonic Temple, où s'est déroulé le dîner de gala au profit de la Fondation. Rappelons que la FPA2, depuis sa création en 2006, c'est plus de 750 projets soutenus autour de la santé planétaire et 101 millions d'euros de subventions. Fini les voitures ventouses dans les parkings publics, ces voitures abandonnées ou immobilisées depuis des années sur un même emplacement. Une ordonnance souveraine et 2 arrêtés ministériels dotent le service des parkings publics de Monaco de nouveaux moyens d'action. Ces véhicules pourront être plus facilement mis en fourrière aux frais du propriétaire, ce qui permettra de libérer des places. Notre série à présent, ceux qui font Monaco. Vous avez peut-être déjà franchi la porte de ce magasin pour ajuster une robe ou raccourcir un pantalon. Coup de projecteur ce soir sur MC Retouche. Sa gérante Annie Pérez est passionnée par son travail et vous a convaincu, Julia Vial. Bonsoir.
Oui, effectivement, les points positifs, si vous faites appel à un couturier, sont très nombreux. Souvenez-vous, à l'époque de nos parents, la couture se transmettait de mère en fille et c'est aujourd'hui de plus en plus compliqué de trouver un bon spécialiste. En principauté, MC Retouche est la référence et propose de nombreux services que nous allons vous faire découvrir dans quelques instants. Mais tout d'abord, place à son histoire. L'histoire d'MC Retouche, elle date depuis très très longtemps. En fait, c'était deux sœurs, qui se sont installées dans le marché à l'époque. Et elles étaient à l'étage en fait. Elles étaient un petit peu cachées et puis elles ont travaillé là pendant quelques années. Et ensuite, quand ils ont restauré donc le marché, elles ont eu l'occasion de venir ici. Pour moi, la fermeture est claire. Elle tiendra le pantalon. Au revoir, mesdames. La passion, elle s'intègre à la couture en fait, parce que effectivement, lorsque vous faites de la couture, il faut avoir une certaine dextérité, il faut avoir une vision en fait. Quand vous faites quelque chose dans la retouche, il faut avoir la vision de la finition, de comment ça va donner au final, que ce soit du montage, que ce soit de la réalisation d'un modèle, que ce soit pour de la retouche aussi, parce que même pour la retouche, il faut quand même se donner l'idée de ce que ça va donner avant de pouvoir le commencer. Ça va de la simple retouche, c'est-à-dire un ourlet de pantalon, un ourlet de robe quand c'est trop long. Et puis ça peut aller aussi soit pour agrandir des modèles, soit pour rétrécir des modèles. Quelquefois, on a des vêtements qui sont depuis quelques années, mais qu'on a une belle texture, qui a une belle qualité, qu'on veut garder. Donc effectivement, s'il y a quelque chose à faire, ce serait bien de venir et en fonction de ce que je peux proposer, voir si la cliente est satisfaite ou pas. Et on peut garder encore le vêtement encore quelques temps. Quelles sont les qualités, Annie, pour faire une bonne couturière? Oula. Eh bien, en fait, voilà, beaucoup de patience, parce que ça, il en faut. La passion, l'amour de ce qu'on fait et le travail bien fait, l'amour du travail bien fait. Et voilà, après, je ne sais pas quoi vous dire comme qualité en fait, parce que pour moi, j'ai toujours fait ça et ça me plaît et j'aimerais pouvoir continuer encore longtemps. Alors n'hésitez pas à franchir le pas si vous souhaitez donner un coup de jeune à toutes vos pièces fétiches. MC Retouche se situe juste à côté de la place d'Armes. De la couture à la haute couture, le bal des princes et des princesses se tenait hier soir dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris, sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Une partie des fonds recueillis lors du gala seront reversés à la Fondation Princesse Grace de Monaco. On vous emmène maintenant au cinéma découvrir ou redécouvrir le film Chéri de Stephen Frears, adaptation du roman de Colette qui nous replonge au début du siècle dernier entre courtisanerie et aristocratie. Ce film sera projeté par l'Institut audiovisuel ce mardi à 20h au Théâtre des Variétés. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Chéri, c'est pas vous que je parle, hein. Mais Chéri, c'est le titre du film dont on va parler, c'est un film de Stephen Frears. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce film? Déjà qu'il est tiré d'un roman de Colette. Oui. C'est même pour ça que vous c'est même pour ça qu'on le présente, puisque avec la Fondation Prince Pierre. C'est un hommage à Colette, puisqu'elle aurait eu 150 ans, et que, comme vous le savez, Colette est très liée à Monaco pour avoir été la première présidente du Conseil littéraire de Monaco en 1951. Je trouve que l'adaptation de Frears, et je vais essayer d'expliquer pourquoi, est quand même très enlevée, respectant l'esprit de Colette et en même temps très proche de ce qu'on aime dans le cinéma de Stephen Frears. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce film. J'ajoute également que dans cet hommage, la veille, il y aura une conférence qui va être donnée au même Théâtre des Variétés, donnée par Antoine Compagnon, qui présentera également l'œuvre de Colette. Donc en partenariat avec la Fondation Prince Pierre et les Archives du Palais, on a mis sur pied cette double programmation, conférence et cinéma, donc pour le cinéma Chéri, réalisé par Stephen Frears. Avant d'aller plus loin, l'histoire, en quelques mots.
L'histoire en quelques mots. C'est l'aristocratie du début du XXe. Oui, les courtisanes, les cocottes, comment on disait, les belles horizontales de la belle époque, donc qui tenaient salon, et où très vite il s'agit de faire se rapprocher des gens pour les marier, parce que de bonne fortune. Et donc là, l'histoire de Chéri, jeune homme d'une vingtaine d'années, qui tâtonne, ne sait pas trop ce qu'il veut faire dans sa vie et de qui est réellement Samouraché. Voilà, joué par la formidable Kathy Bates. Et donc, c'est Léa, courtisane d'une cinquantaine d'années, donc de 30 ans son aîné, qui est chargée un peu jouée par Michel Pfeiffer, dont on se souvient qu'elle jouait dans Les Liaisons dangereuses. Du même réalisateur, premier film tourné aux États-Unis par Stephen Frears. Michel Pfeiffer, donc Léa, qui va en quelque sorte faire son éducation, évidemment secrètement, mais assez vite tomber amoureuse de lui. Dernière question, en 2 mots, pourquoi il faudrait aller voir ce film ? Parce qu'il est programmé par l'Institut audiovisuel et qu'on programme que des très bons films. Ça suffit comme réponse, c'est parfait. Parce que c'est un film réussi, justement, alors qu'on attendait peut-être... on l'attendait au tournant avec ça. Voilà, on n'attendait plus grand-chose de Frears, et puis il vient avec ce film un peu décalé. Hein. C'est vrai que peut-être que ce cinéaste pêche aussi un peu trop par modestie, à force de vouloir se sentir toujours très libre d'adapter ou d'écrire et réaliser les films qu'il veut avec des budgets sans contrainte. Il finit par construire une filmographie où on a peine à se retrouver. Donc quand un film justement en ressort, il vaut mieux le mettre en avant, c'est ce que nous faisons, puisque bon, Stephen Frears reste quand même dans l'histoire du cinéma et du cinéma britannique un cinéaste d'importance comme les Ken Loach par exemple aussi. Allons voir Chéri, merci Vincent. Merci Fabien. How do I look in this bonnet? Like an old convict. Now the skin's a little less firm. It holds perfume so much better. On passe à la météo, le soleil s'installe et le vent faiblit en ce début de semaine. Bonsoir Justin Hadel. Effectivement Sébastien, le soleil est de retour après des jours nuageux voire pluvieux, mais attention, cela ne va pas durer, donc profitez-en. Les nuages reviendront en principauté en milieu de semaine. 12 à 19 degrés sont attendus malgré un ressenti qui ne devrait pas dépasser les 14 degrés. Il y aura donc moins de vent par rapport à aujourd'hui, une journée plus douce vous attend. Concernant la température de l'eau, ça ne bouge pas avec un thermomètre bloqué à 19 degrés. Le soleil se lèvera à 7h10 et vous pourrez admirer le coucher de soleil à 17h16. Sainte-Berthille et Saint-Léonard, demain, c'est votre jour. Merci Justin, c'est la fin de ce journal. On se quitte comme tous les dimanches avec le flashback de la semaine. Prochain journal demain à 19h avec Émilie Rousseau. À bientôt sur Monaco Info.